Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute première édition de Géopolitique internationale, une émission qui nous permettra de décrypter tous les enjeux géopolitiques mondiaux de l'heure. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré il y a quelques semaines que les États-Unis tentent d'exclure la Russie du marché des équipements militaires en demandant aux autorités des pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique de renoncer à l'achat d'armements russes. Pour Sergei Lavrov, en effet, les ambassadeurs américains courent partout dans le monde pour tenter de persuader les gouvernements d'Amérique latine et d'Afrique de ne plus acquérir d'équipements militaires fabriqués en Russie. On va donc tenter de comprendre la profondeur géopolitique d'une telle demande, mais surtout sa portée. Est-ce que des pays africains, surtout les pays concernés, vont céder à cette demande, à cette sollicitation de Washington? Ce sera l'une des interrogations principales de cette première édition de Géopolitique internationale. Et puis, pourquoi la Corée du Nord ressemble-t-elle à une énigme pour le monde entier? Géopolitique internationale aujourd'hui va tenter de percer le mystère autour de ce pays, considéré comme l'un des pays les plus fermés au monde. Tout cela, bien sûr, en faisant un clin d'œil à l'actualité, en se demandant notamment comment interpréter le réchauffement du climat politique des semaines dernières dans la péninsule coréenne, précisément entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Est-ce un réchauffement apparent? Serait-il durable? Est-ce trop soudain? Est-ce une question d'image pour la Corée du Nord? Eh bien, bref, on va tenter de comprendre tous ces assauts de politesse auxquels on a assisté pendant les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Le bras de fer continu et perpétuel entre les États-Unis et la Corée du Nord, pour ne pas dire entre Donald Trump et Kim Jong-un, sera également de la partie ce soir pour nous permettre de comprendre davantage les enjeux géopolitiques de l'heure, mais surtout pour nous aider à résoudre l'énigme, si tant est qu'une énigme existe, de qui est vraiment la Corée du Nord. Et pour en parler, nous serons en direct de Côte d'Ivoire avec Monsieur Lebel Goran. Il est spécialiste des questions stratégiques. Il sera donc en direct avec nous dans un instant. Et puis bien sûr aussi en direct de Moscou, de Russie en Moscou, nous aurons Monsieur Michael Gamondi-Egorov. Oui. Tout simplement spécialiste des questions internationales également. Ok. Et donc, je le disais, spécialiste des questions internationales, mais il faut le préciser également, il est journaliste chroniqueur pour Sputnik France, spécialiste des questions internationales et animateur du blog Axe Afrique-Russie. Alors, on va rappeler que tout au long de cette émission, nous serons également en direct de Bruxelles avec Luc Michel, notre géopoliticien. On va commencer du côté d'Abidjan, Côte d'Ivoire. On va retrouver Monsieur Lebel Goran qui est en ligne en direct avec nous. Bonjour à vous. Monsieur Lebel Goran, et merci de nous rejoindre dans cette toute première édition de Géopolitique internationale. Bon, merci en m'invitant à votre émission. Voilà, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Lebel Goran. Monsieur Michael Gamondi-Egorov, spécialiste des questions internationales, je vous l'ai dit, est également en ligne de Moscou, en Russie avec nous. Bonjour à vous, Monsieur Michael Egorov. Voilà, en attendant que M. Michael Egorov se mette en place, et on précise qu'il est par ailleurs interprète professionnel et partisan des relations Afrique-Russie et de la souveraineté des États, opposé bien sûr à toute forme de néocolonialisme. Mais bien avant de commencer la première thématique, qui est bien celle qui concerne Moscou avec les États-Unis qui ont exhorté, il faut le préciser, les États africains et les États d'Amérique d'Asie, les États d'Amérique latine, pardon, et aussi l'Asie, de renoncer à l'achat d'armes russes. On va prendre cet élément et on revient. Depuis l'éclatement de l'URSS en 1991, la Fédération de Russie, qui avait pris à son compte tous les engagements internationaux de la défunte Union soviétique, multiplie les initiatives pour lancer sa coopération avec l'Afrique dans de nombreux domaines, parmi lesquels celui de la défense. Sur le continent, l'Algérie figure parmi le top 3 des principaux clients de la Russie. Deuxième puissance militaire en Afrique, avec un effectif de plus de 130 000 hommes et un budget de plus de 10 milliards de dollars, juste derrière l'Égypte, l'Algérie est le partenaire traditionnel de la Russie dans la sphère militaro-technique depuis de longues années. En 2016, ce pays a occupé la 3e place en termes d'achat d'armement russe pour un montant
de 924 millions de dollars derrière des poids lourds tels que l'Inde et la Chine. Le partenariat stratégique russo-algérien dans ce domaine est fort varié, allant des avions, hélicoptères de combat modernes, aux systèmes antimissiles et aux sous-marins. Si l'Algérie est le leader absolu de cette coopération au niveau africain, il faut également mentionner l'Angola, qui partage également un partenariat stratégique dans cette sphère avec la Russie, ce qui est d'ailleurs logique compte tenu de l'historique des relations et notamment le soutien important accordé à son temps par l'URSS à la lutte au peuple angolais, d'abord pour son indépendance, puis contre l'interférence de la CIA, alliée au régime d'apartheid sud-africain de l'époque dans les affaires intérieures du pays. Récemment, l'Angola a commandé 18 avions de combat de type Sukhoi 30, sans oublier l'entretien de nombreux équipements militaires datant de l'époque soviétique et la formation des cadres. L'Ouganda est le troisième pays africain à pouvoir renforcer le partenariat dans ce domaine avec la Russie. Kampala a passé une commande de plusieurs dizaines de chars T-90 et 8 chasseurs Sukhoi 30 MKK. Parallèlement, la Russie renforce sa coopération militaire avec le Zimbabwe, l'Afrique du Sud ou encore le Burundi. Aussi, en Afrique francophone, la Russie et le Cameroun ont signé en 2015 un accord de coopération militaire et technique qui prévoit notamment des livraisons d'armes et de matériel de guerre, de munitions et autres produits militaires. En outre, cet accord prévoit la coopération dans la formation des cadres et l'octroi d'aides militaires et techniques au Cameroun. Une chose est néanmoins certaine, selon les experts dans l'industrie de l'armement, la Russie représente incontestablement le meilleur rapport qualité-prix, sans oublier la fiabilité du partenaire et de son respect pour la souveraineté des États. Voilà, on va donc retourner en direct de Moscou avec nous ce soir, M. Michael Gamondi-Egorov. Il est spécialiste des questions internationales, par ailleurs interprète professionnel. Monsieur Gamondi-Egorov, bonjour à vous, bonsoir, et merci d'être avec nous ce soir, en tout cas dans le cadre de cette première édition de Géopolitique internationale. Merci de m'avoir invité. D'accord, alors je commencerai justement par vous, Monsieur Egorov. Il y a donc quelques semaines, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a déclaré que les États-Unis exhortent les pays d'Afrique et d'Asie à renoncer à l'achat d'armes russes. Alors comment est-ce qu'on pourrait comprendre cette sorte de sollicitation de Washington? C'est un exemple supplémentaire de la pression que les États-Unis essaient d'appliquer vis-à-vis de la Russie, et qui dure depuis plusieurs années. Vous savez parfaitement que la Russie vit sous un régime de sanctions occidentales décrétées et décidées par Washington en premier lieu, qui dure depuis plusieurs années. La Russie a répliqué par des contre-sanctions, et le résultat initialement escompté par les élites occidentales, et en premier lieu américaines, états-uniennes, n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient, à travers ces sanctions, créer des difficultés majeures pour l'économie russe, pour la situation sociale, afin de provoquer un mécontentement populaire qui allait toucher le pouvoir russe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que non seulement il n'y a pas eu de grands problèmes économiques, au contraire, c'est la Russie qui, via des contre-sanctions efficaces qui ont frappé le secteur notamment d'importation des produits agroalimentaires européens et occidentaux en général, qui a plus frappé économiquement les Occidentaux que les pertes économiques pour la Russie. Parallèlement à cela, donc, la Russie a procédé à une large diversification de ses relations extérieures. Et si on parle de la population non seulement ne s'est pas révoltée comme ils avaient espéré, mais au contraire s'est soudée, et aujourd'hui le soutien au président russe, au président Poutine, est plus fort que jamais. Selon le dernier sondage, plus de 70% de la population voteront pour lui durant les élections présidentielles qui auront lieu sous peu au mois de mars. Donc voilà. Donc cette tentative maintenant de faire pression concrètement sur ce secteur, c'est une pure continuation de la pression que les Américains et plus généralement les Occidentaux essaient d'appliquer à la Russie. Pourquoi concrètement aussi le secteur d'armement? Parce que le secteur américain domine le secteur d'exportation d'armes au niveau mondial. Il contrôle plus d'un tiers du marché mondial d'armement.
La Russie, elle, est classée deuxième et elle a à peu près un peu moins qu'un quart du marché. Le reste étant les Français, les Allemands, les Britanniques, etc. Pour les États-Unis du point de vue économique, parce que c'est 10 milliards de dollars de contrats. Il faut bien le comprendre, l'armement, c'est quand même un domaine stratégique. Mais ça ne se limite pas seulement à l'aspect économique, c'est aussi, bien sûr, l'aspect géopolitique qui rentre en jeu. Parce que les Américains voient parfaitement que plus la Russie renforce ses positions militaires avec tel ou tel pays, il y a aussi les positions géopolitiques qui s'en suivent et les positions géoéconomiques. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'après la démonstration de force contre le terroriste en Syrie, la Russie a montré aux yeux de tous, de l'opinion publique mondiale, y compris occidentale, que l'armement russe n'est pas seulement puissant, mais c'est un armement sophistiqué et que la Russie est capable de mener des frappes très chirurgicales, comme on dit, et être très efficace. La preuve, c'est que depuis la Russie est intervenue à la demande officielle des autorités légitimes de Syrie en 2015, et en 2 années, elle a anéanti à plus de 95% la secte Daesh, alors que la pseudo-coalition occidentale commandée par les Américains, qui disait combattre soit plus d'une année avant que la Russie n'intervienne, n'avait rien fait, puisque au moment où la Russie est intervenue, une fois encore, je le rappelle, à la demande officielle du président Bachar al-Assad, donc des autorités légitimes de la République arabe syrienne, Daesh contrôlait plus de 70% du territoire national syrien. Aujourd'hui, c'est quelques petits groupes éparpillés dans le désert. Donc le groupe de Daesh a été écrasé à plus de 95%, c'est ça qu'il faut savoir. Et les Américains sont enragés à voir que la Russie a non seulement qu'elle est forte, mais qu'elle aussi elle dispose de technologies sophistiquées. Et aujourd'hui, la Russie, grâce à cette démonstration d'efficacité du savoir-faire russe, des technologies russes, est en train d'avoir des parts de marché de plus en plus importantes, aussi bien avec les pays avec lesquels nous collaborons depuis de longues années, qui sont nos partenaires traditionnels, des alliés, des partenaires stratégiques, qu'avec de nouveaux pays avec lesquels avant les relations étaient peu ou pas du tout développées et qui sont en train justement de s'intéresser à la Russie et notamment aux technologies russes dans le domaine de la défense. Ça fait très mal aux Américains, ça fait très mal aux Occidentaux. Donc maintenant, puisqu'ils ont vu que les sanctions décrétées contre la Russie n'ont pas marché, ils essaient maintenant de faire la pression sur les pays de plusieurs parties du monde, sur les pays arabes, sur les pays asiatiques, sur les pays africains, sur les pays d'Amérique latine, afin que ceux-ci mettent pression sur eux pour qu'il n'y ait pas de... et notamment dans le domaine de l'armement, qui est un domaine stratégique, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Michael Gamandier-Gourouf. On revient vers vous sur ce sujet dans un instant. En direction Abidjan, on retrouve Monsieur Lebel-Goran, spécialiste des questions stratégiques. Alors, Monsieur Lebel-Goran, il y a cette sorte de sollicitation de la part de Washington. Alors, la question qu'on aimerait poser, c'est de savoir si les États africains, effectivement, vont céder ou alors vont effectivement accepter, prendre en compte cette requête, si on peut l'appeler ainsi, de Washington. Oui, je pense que l'heure est quand même un peu spéciale. Parce que connaissant un peu le ministre des Affaires étrangères russe, qui est quelqu'un de très réservé, et qui arrive à dire qu'il y a des pressions, ça veut dire que les pressions sont énormes. Et moi, je peux le dire de ma position, parce que récemment, dans une transaction dans un pays que je ne citerai pas, on m'a laissé entendre qu'il serait impossible que notre offre russe en matière de sécurité soit acceptée. Donc je pense que ce sont des méthodes, en fait, que l'autorité russe met en avant, montre à tout le monde. Parce qu'un pays ne peut pas interdire à un autre pays d'importer de la technologie ou d'importer de l'armement. Et je pense que si les Américains et les Occidentaux en arrivent, c'est parce que quelque part, ils se rendent compte que la suprématie russe à ce niveau est inégalable. Et je pense que procéder ainsi montre que nous avançons inévitablement vers une ère nouvelle qui démontre que les pays peuvent être libres et peuvent trouver d'autres partenaires fiables. Ouais. La Russie a démontré quand même, je pense que dans ces 20 dernières années, sa suprématie sur beaucoup d'armements. Oui, on parle du T-90, qui est le char d'assaut le plus puissant au monde. On va parler des Sukhoi, des S-5, 57 et 50. On va parler des S-400, qui sont arrivés à même bloquer le ciel syrien, empêchant les Israéliens de faire des raids. Donc on se rend compte que la technologie russe est en train de prendre le pas. En fait, elle avait déjà pris le pas depuis 20 ans, mais ce n'était pas encore de la démonstration. Je pense que, comme l'a dit Michael, depuis la Syrie, on a assisté en direct à une démonstration des forces russes. Évidemment que cela incite beaucoup de pays à recourir à la Russie pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir s'armer. Et je vais vous dire quelque chose, en termes d'équipement, les équipements russes sont moins chers que ce que les autres vendent. Et ils sont encore plus fiables. On ne va pas parler de la Kalachnikov qui a fait ses preuves, on ne parlera pas des T-34, etc.
Donc je pense qu'on approche une ère où les sanctions n'ont pas porté et les événements de la Syrie ont révélé à beaucoup de pays que la Russie est un pays fiable. Et je pense que toute cette circulation nous prouve et nous démontre que les relations internationales sont en train de changer. Je pense que la géopolitique va changer parce qu'il y a certains pays, comme Michael a dit, l'Algérie, qui sont très fiers et qui sont très proches de la Russie, qui développent des équipements assez fiables. Et il y a d'autres pays qui vont suivre. Parce que je pense qu'en matière d'équipement ou en matière de technologie, les pays vont toujours vers la meilleure technologie, vers la meilleure offre. Et je pense qu'en volume, les États-Unis sont en avant, mais je pense que la Russie, qui est seconde, fait mieux en termes d'équipement. Et cela va devenir encore, pour moi, à mon avis, va devenir plus, je vais dire, plus problématique dans les 6 prochains mois, parce que d'autres pays ont compris que malgré la propagande, malgré le fait qu'on dénie à la Russie certaines prérogatives, la Russie est un partenaire fiable et la Russie propose des équipements très fiables. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Lebel-Goran. Vous l'avez d'ailleurs souligné. On rappelle que sur le continent, l'Algérie figure justement parmi le top 3 des principaux clients de la Russie. Elle est la deuxième puissance militaire en Afrique. Et bien, direction Bruxelles à présent, on va retrouver sur place Luc Michel. Alors, Luc Michel, quels sont selon vous les enjeux géopolitiques en matière d'armement actuellement? Pourquoi jusqu'à ce niveau trouve-t-on toujours la confrontation, ou plutôt justement ce débat entre les États-Unis et la Russie qui détient l'armement le plus grand? Mais surtout, la question surtout ce soir, c'est de savoir pourquoi est-ce que les États-Unis vont jusqu'à courir dans les ambassades en Afrique et en Asie pour demander à ces pays, aux pays de ces continents, justement, de ne plus acheter le matériel d'équipement militaire russe. Le marché des ventes d'armes mondiales, il n'y a pas que des enjeux financiers ou économiques derrière, il y a tout simplement l'existence de grandes industries d'armement derrière les grandes puissances. On constatera que les grands vendeurs d'armes, ce sont les puissances du Conseil de sécurité, ce n'est pas un hasard. Derrière les enjeux économiques, etc., il y a évidemment des enjeux liés à la géopolitique même, c'est-à-dire quand vous achetez des armes à un pays, ce pays va façonner vos armées, va imposer à vos cadres et à vos soldats des manières de voir, derrière lesquelles il y a l'idéologie nationale de cette armée. C'est aussi pour l'utilisation des armes sophistiquées, ce qu'on appelle les experts ou les conseillers militaires. L'Union soviétique, par exemple, avait extrêmement développé cela, les Américains également. Les grandes guerres d'agression américaines, elles ont souvent commencé, le Vietnam en est la meilleure illustration, par l'envoi de conseillers militaires. Derrière les ventes d'armes, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, c'est-à-dire que les armes servent à modifier des situations politiques, diplomatiques et géopolitiques. Le meilleur exemple, c'est le système le plus performant au monde de missiles antimissiles, c'est la série des S-300, S-400, S-500 russes, et également les séries parallèles, les Iskander et les autres modèles. Ce sont des cisternams qui ont été mis au point dans les années 1980 par les soviétiques et qui étaient tellement en avance sur leur temps qu'elles sont encore aujourd'hui, en 2018, les systèmes les plus performants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des systèmes non pas d'agression mais de défense qui sanctuarisent un territoire, c'est-à-dire qui empêchent les agressions par avion, qui empêchent les agressions par missile et qui sont même censés empêcher des frappes atomiques directes. On a vu tout cela dans la crise actuellement au Levant, au Proche-Orient, puisque c'est la vente de S-300 et S-400 à l'Iran qui a permis à cet État de sanctuariser ses installations nucléaires. Et aujourd'hui, si la parité stratégique est en train de se rétablir à la grande colère d'Israël entre l'État juif et la Syrie et l'Iran, c'est parce que la Syrie dispose dorénavant, notamment pour protéger Damas, des fameux systèmes S-300 et S-400. On vient de le voir avec ce chasseur israélien qui pensait, comme les Israéliens le faisaient depuis 2 décennies, aller frapper impunément des cibles en Syrie et qui s'est fait abattre. Derrière la question des armes, il y a évidemment la question des sanctions. Les Russes ont été clairs là-dessus, il y a des interviews du ministre Lavrov notamment, il dit qu'une grande partie des sanctions économiques et financières
des États-Unis et de l'OTAN, ça vise précisément à empêcher la vente de ces armes, à paralyser le marché des Russes dans ce domaine, les Russes qui disposent d'ailleurs d'une agence nationale pour les ventes qu'on appelle Robonorexport. Ce sont des méthodes évidemment héritées de l'époque des soviétiques avec les grandes agences d'État. Derrière tout ça, évidemment, cette guerre des sanctions, cette guerre des ventes d'armes, il y a le marché africain, et dans ce marché africain, ce qu'on appelle le grand retour géopolitique de Moscou en Afrique. Je vais en dire un mot pour conclure. On dit que Moscou est de retour sur les grands champs de bataille de la guerre froide. C'est exact que dans la foulée de la victoire russe, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, en Syrie, aux côtés de Bachar el-Assad, la Russie s'est sentie pousser des ambitions, pas seulement au Proche-Orient, mais en Afrique. Aujourd'hui, les Russes sont de retour, à commencer par leurs conseillers militaires et par leurs contractuels, je vais m'en expliquer. Ils sont de retour au Soudan, en Égypte, en Libye, à côté de Haftar. Ils viennent d'arriver en Centrafrique. Ils sont également présents au Burundi, en République démocratique du Congo. Comment est-ce que cela s'est fait? Ça s'est fait comme en Suisse ou dans le Donbass en Ukraine, c'est-à-dire que les Russes ont utilisé les méthodes retournées des Américains. Il y a ce qu'on appelle la privatisation de la guerre, c'est-à-dire que de plus en plus de fonctions militaires ne sont plus exercées par des armées officielles, mais par des firmes qu'on appelle aujourd'hui de contractuels, qui sont les anciennes firmes de mercenaires, comme les Blackwaters, le groupe 10, MPRI aux États-Unis. Ce sont ces gens qui font ce que les États ne savent plus faire, ne peuvent plus faire, notamment parce qu'il n'y a pas assez de soldats occidentaux, en Afghanistan par exemple, en Irak ou en Syrie. Les Russes ont étudié l'affaire. Dans les années 2014-2015, ils ont mis en route un grand groupe de sécurité privée qu'on appelle le groupe Wagner, du nom de l'officier des forces spéciales russes, les Spetsnaz, qui le dirige. Derrière ce groupe, il y a un oligarque ami de Poutine. C'est ce groupe qui est intervenu avant l'armée russe, dans le Donbass en Ukraine, qui est intervenu en Crimée lors du rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie, qui est intervenu aux côtés de Bachar el-Assad en Syrie, et qui a servi, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, de poisson pilote au retour militaire de la Russie en Afrique, puisque les conseillers, les spécialistes de Wagner sont présents au Soudan, sont présents en Centrafrique, sont présents en Égypte, et sont largement présents autour de Haftar en Libye. La foulée suivante, lorsque Wagner a ouvert la voie, c'est évidemment l'arrivée directe des conseillers militaires. C'est le cas par exemple de la Centrafrique. Le but des Russes est clair, c'est réoccuper le terrain géopolitique, aider les États africains à se dégager de l'entreprise occidentale et en particulier de celle de l'Africom. Ça vous explique évidemment pourquoi derrière tout ça, l'arrière-plan, les enjeux de ces ventes d'armes, c'est un des terrains de la confrontation de la nouvelle guerre froide 2.0 entre le bloc américano-occidental de Washington, la Russie, mais aussi Pékin. D'accord, merci beaucoup à vous, Luc Michel. On va poursuivre avec vous, Monsieur Michael Gamandi-Ergorov. Alors, seulement avant, je vous propose de suivre cet extrait du président russe Vladimir Poutine. C'était lors de sa 12e conférence annuelle en décembre 2016. On revient. Moi, si vous m'avez écouté attentivement ce que je viens de dire, j'ai parlé du renforcement de la triade nucléaire et pour conclure, j'ai dit que la Fédération de Russie aujourd'hui est plus forte que n'importe quel, attention, je souligne le mot agresseur potentiel. C'est très important, ce n'est pas par hasard que je l'ai évoqué. Qu'est-ce qui est un agresseur? C'est celui qui peut attaquer potentiellement la Fédération de Russie. Nous sommes plus forts que n'importe quel agresseur potentiel. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? En vertu de la modernisation des forces armées, en vertu de notre histoire, de notre géographie et en vertu aussi de l'état interne actuel de la société russe. Il y a tout un ensemble, tout un complexe de raisons et la modernisation des forces armées ne joue pas le dernier rôle. C'est pas la composante classique et conventionnelle et aussi la triade nucléaire et ce n'est pas un secret pour personne. En effet, nous avons passé un travail très important visant à
moderniser le potentiel de missiles et nucléaires de notre forces armées. Cela concerne les troupes, les armées de missiles à vocation stratégique, les troupes au sol. Cela concerne la composante la marine. Nous ne cachons rien. Nous sommes en train de mettre en place des nouveaux sous-marins à vocation stratégique avec de nouveaux types de missiles à bord. Cela concerne la composante aviation. Alors, Monsieur Egorov, vous avez suivi cet extrait. Le président Vladimir Poutine dit « La Russie est plus forte que n'importe quel adversaire ou alors n'importe quel agresseur potentiel ». Est-ce que justement c'est cette force-là, cette force dont il parle, Vladimir Poutine, est-ce que c'est cette force-là que redoutent les États-Unis aujourd'hui au point d'exhorter les États d'Asie et d'Afrique à renoncer à l'achat d'armes russes? Bien sûr, c'est-à-dire que si les Américains ne prenaient pas la Russie au sérieux, sa puissance au sérieux, sa capacité défensive, il n'y aurait pas toute cette pression. Vous savez, dans les années 90, la Russie vivait véritablement un marasme politique, économique, social, lorsque un petit groupe, libéral, pro-occidental, s'était massivement enrichi au détriment de l'écrasante majorité de la population. Pour l'Occident, tout allait bien. L'Occident applaudissait, disait que la Russie avance sur la bonne voie, qu'il n'y a aucun problème. Et moi, je me souviens, parce que j'ai fait l'école primaire et ainsi que les études secondaires et supérieures dans le système occidental, en français en l'occurrence. Donc j'avais entendu tout ça. Je suis passé par ça. Tout le monde, je me souviens parfaitement ce que disaient nos professeurs français en cours d'histoire-géographie, c'était que la Russie est passée du statut d'une des deux superpuissances au statut d'une puissance régionale pauvre qui n'a pas d'avenir, qui n'aura pas d'avenir, dont l'armement n'est pas moderne, l'économie est au bord du gouffre, etc. etc. Je connais l'histoire, je connais tout ça. Donc les années que les Occidentaux considéraient comme étant entre guillemets les meilleures pour la Russie, c'était les plus terribles pour la population russe. Alors qu'il a suffi que la Russie remonte la pente, qu'elle redevienne une puissance, aussi bien du point de vue de sa politique intérieure qu'extérieure, que c'est devenu un danger, c'est devenu le danger pour les Occidentaux, pour les élites occidentales en tout cas, à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau diplomatique, au niveau médiatique aussi, bien sûr, parce qu'il faut, quand on voit l'hystérie des médias mainstream vis-à-vis de la Russie, ça se confirme. Donc oui, donc cette pression sera très importante pour les années à venir, mais je pense qu'aujourd'hui la Russie est en mesure, en tout cas elle est motivée à y faire face. De toute façon, les dernières années, les 3-4 dernières années ont confirmé que la Russie est en mesure à résister d'une façon efficace à ces sanctions, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur en défendant ses intérêts. Et en parlant de la question aujourd'hui, donc de cette pression qui se fait et qui va continuer à se faire sur les pays africains, latino-américains, asiatiques, arabes, etc., par rapport au fait de ne pas collaborer avec la Russie dans le domaine de la défense. Vous savez, là, beaucoup va dépendre aussi des élites des pays en question. Les pays aujourd'hui qui ont assumé leur souveraineté vont pouvoir, je suis sûr, ne vont pas faire marche arrière. Par exemple, l'Algérie, et d'ailleurs je suis rentré à Moscou il y a un mois, justement, j'ai passé 6 mois de mission en Algérie, je peux vous confirmer qu'un pays comme l'Algérie ne fera pas marche arrière, j'en suis certain. Parce que c'est un pays qui assume pleinement sa souveraineté, qui mène une politique indépendante en accord avec ses intérêts nationaux, et les contrats, y compris d'armement, qui sont passés aujourd'hui entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, le confirment. Et je pense que d'autres pays, y compris africains, vont suivre la pente, ils vont au fur et à mesure accroître leur collaboration avec la Russie, malgré les pressions qui vont se faire de la part des États-Unis. Mais le fait que la pression va se poursuivre, ça c'est un fait. Mais après, c'est à chacun de décider est-ce qu'il est prêt à assumer sa souveraineté et à collaborer avec un pays qui respecte la vôtre, ou se laisser faire et continuer à être dominé par les néocolonialistes qui dominent le continent africain depuis trop longtemps. Monsieur Gamandi, qu'est-ce que vous tentez de dire exactement? On rappelle que vous êtes partisan des relations Afrique-Russe et de la souveraineté et de la souveraineté des États opposés donc au néocolonialisme sous toutes ses formes, opposés donc au néocolonialisme sous toutes ses formes, je le disais. Alors vous, qu'est-ce que vous recommanderiez aux États africains dans ce cas? Je pense qu'il faut commencer par se prendre en main. Il faut cesser de croire que l'Occident est omnipuissant
et qu'il peut tout se permettre, il faut aller à la rencontre d'une façon plus active envers la Russie, parce que moi, mes amis, mes camarades africains souvent me posent la question, pourquoi la Russie n'est pas très active avec les pays africains, en tout cas avec certains pays africains. Pourquoi elle est active avec les pays d'Afrique du Nord, avec plusieurs pays d'Afrique de la partie sud du continent africain, mais beaucoup moins avec l'Afrique centrale, de l'Ouest, etc. Vous savez, la Russie, il y a plusieurs explications à cela. C'est vrai que la Russie a perdu beaucoup de ses positions à la chute de l'URSS, et il y avait des erreurs qui ont été faites par notre partie, par la partie russe, ça c'est indéniable. Je pense que nous aurions dû commencer à aller plus activement, plus ouvertement vers l'Afrique avant, mais maintenant on voit que les pas sont faits, donc il y a beaucoup de signes qui confirment que la Russie sera de plein retour sur le continent africain bientôt. Mais oui, on aurait dû le faire avant, mais en même temps, la Russie ne compte pas obliger les pays à collaborer avec elle. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. La Russie se base sur le respect du droit international et sur la souveraineté des États. Et la Russie ne va pas imposer à d'autres pays, y compris africains, le fait de collaborer avec elle. La Russie est ouverte à une collaboration avec tous les pays du monde et les Africains bien sûr aussi, mais la Russie ne va pas venir de façon comme certains pays le font sur le continent africain à ce jour, avec les armes ou avec une pression économique en disant bon, si vous ne collaborez pas avec nous, on va vous faire ci, on va vous faire ça, on va couper l'aide économique, ou on va faire intervenir nos forces spéciales, comme on l'a vu dans plusieurs dossiers du continent africain. Donc je pense qu'il faut que les deux parties s'activent. La Russie doit s'activer, et elle est en train de s'activer. On voit que plusieurs pays africains aussi vont commencer à s'activer, et je pense que ce sera ça la solution. Parce que du moment qu'on verra que tel ou tel pays africain est déterminé à collaborer de façon forte avec la Russie va aussi accroître sa responsabilité vis-à-vis de ce pays. Parce que c'est dans l'intérêt de la Russie, c'est dans les intérêts nationaux de la Russie. Donc je pense que les pays africains doivent comprendre qu'ils sont maîtres de leur destin. Il faut tourner cette page du néocolonialisme qui continue à miner le développement de beaucoup de pays africains. Et la Russie, par contre, de son côté, doit être en mesure d'aller à l'encontre de ces pays qui sont en train justement d'assumer de plus en plus leur souveraineté et les soutenir dans cette démarche et accroître la collaboration à tous les niveaux, y compris dans le domaine de la défense, parce que sans une défense, sans une capacité défensive adéquate, ces pays seront toujours à la merci des agresseurs néocolonialistes. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Ergorov. On va terminer, on va sortir de ce sujet avec vous, Monsieur Lebel-Goran. Alors, nous sommes plus forts que n'importe quel agresseur potentiel, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine, c'était en décembre 2016. Alors, est-ce qu'il est vrai aujourd'hui, comme on l'entend, comme on l'écoute, que la Russie est en train de se réarmer à une vitesse grand V? Moi, je pense que la Russie n'est même pas en train de se réarmer. Je crois que la Russie est en train de démontrer son potentiel. Parce que comme Michael l'a dit, on a connu une URSS qui a chancelé dans les années 90. On a connu une Russie qui s'est cherchée pendant près de 10 ans. Et maintenant, bon, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, ils ont l'impression que la Russie émerge. Mais la Russie émerge depuis bientôt 20 ans, sans qu'on fasse attention. Dans tout ce qui est développement économique, dans tout ce qui est armement, dans ce qui est technologie. Je rappelle aux gens que l'URSS a été le premier pays à envoyer une navette dans l'espace. Donc ça veut dire déjà qu'il y a une teneur technologique assez importante. Maintenant, quand le président Vladimir Poutine dit que la Russie peut résister à n'importe quel agresseur, je pense qu'il sait de quoi il s'agit. C'est quelqu'un du renseignement, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Je pense que nous sommes arrivés à l'ère où on ne va pas à la confrontation, mais on va dans un système où le monde va être obligatoirement bipolaire. Donc quand il dit que la Russie peut résister à n'importe quel agresseur, c'est un message qui passe pour dire que nous sommes passés de l'état de la Russie à genoux à la Russie debout. Donc c'est aussi une mise en garde envers ceux qui ont des doutes. Je pense que la Syrie est le couronnement de cette mise en garde. Et si vous en suivez l'actualité, vous allez voir que maintenant, les pays occidentaux feront très attention avant d'aller sur ce genre d'opération. Parce que pour la Syrie, c'était une opération qui était pliée dans les médias et dans tout ce qu'on pouvait avoir comme analyse. Et Vladimir Poutine, comme Sergei Lavrov, quand il parle sur des sujets aussi importants que l'armement, je pense que c'est assez clair comme message. Il faut compter avec la Russie à partir de maintenant. Et pour ceux qui ne le savent pas, il faut comprendre que la Russie a près de 15 années d'avance technologique sur tout le monde entier. Cela est très important à signaler.
D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lebel-Goran, pour cette précision. On va sans transition passer à notre seconde thématique de la soirée. On va s'intéresser précisément à la Corée du Nord, ce pays qui, selon certains analystes, ressemble beaucoup à une énigme. Nos analystes ce soir vont nous dire si c'est bien le cas. En tout cas, Géopolitique Internationale va tenter de percer le mystère autour de ce pays, si tant est qu'il existe, hein. Un pays considéré comme l'un des pays les plus fermés au monde. Tout en faisant, on va bien sûr faire un clin d'œil à l'actualité des dernières semaines, notamment on va interpréter le réchauffement du climat politique de ces semaines, hein, dans la péninsule coréenne, notamment entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Bien sûr, le bras de fer continu et permanent entre les États-Unis et la Corée du Nord sera également de la partie, pour ne pas dire entre Kim Jong-un et Donald Trump. Eh bien, nos experts, nos spécialistes vont nous en dire plus là-dessus. Alors, je commence encore une fois par vous, Monsieur Gamandi Agorov. Alors, commençons par percer, si tant est qu'il existe un mystère, hein, autour de la Corée du Nord. Qui est réellement la Corée du Nord? Pourquoi tant de mystère, en tout cas l'impression qu'on nous donne, hein, autour de ce pays? Oui, c'est une bonne question. Bah, écoutez, vous savez, dans tout ce qui entoure et tout ce qui touche à la Corée du Nord, il y a beaucoup de propagande. C'est-à-dire que, comme c'est un pays qui est effectivement fermé, enfin assez fermé, avec un système politique qui lui est propre, c'est sûr que beaucoup ne disposent pas d'informations suffisantes sur ce qui se passe réellement à l'intérieur, et ça permet de faire beaucoup de manipulations. Ce dont les médias occidentaux, les médias mainstream comme on dit, sont les champions. C'est-à-dire qu'on peut inventer toutes sortes d'histoires, de dire que bon voilà, c'est la plus terrible des dictatures, que les gens sont massacrés quotidiennement, etc. Mais moi, certains de mes collègues journalistes russes qui ont été en Corée du Nord et qui ont passé plusieurs mois disent totalement autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, bon, c'est un système spécial qui est propre à ce pays et qui existe depuis des dizaines d'années, mais les gens sont loin de mourir de faim. Les gens soutiennent la politique, globalement parlant, menée par leur gouvernement, et soutiennent aussi le fait que la Corée du Nord est misée sur le renforcement de sa capacité défensive, parce qu'ils savent que c'est probablement la seule garantie pour éviter des scénarios qui se sont passés en Irak, en Libye, en Afghanistan, avant cela en Yougoslavie, au Vietnam, etc. Donc la seule façon pour faire face de façon efficace à l'agression américaine, à l'agression occidentale, c'est de s'armer, et la Corée du Nord a fait le choix de s'armer en obtenant l'arme nucléaire. Bon, maintenant c'est fait, il faut reconnaître la Corée du Nord comme une puissance nucléaire. Je n'ai pas envie de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, je pense qu'il faut comprendre la motivation qui a poussé la Corée du Nord à cela. D'ailleurs, c'est la position exprimée par le leadership russe et chinois. Les deux pays ont dit ne pas soutenir la prolifération nucléaire et le programme nucléaire nord-coréen. Cela a été dit maintes fois, y compris au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, que vous avez probablement suivi. Mais parallèlement à cela, les leaderships de deux pays, Vladimir Poutine aussi d'ailleurs, ont dit qu'on comprend pourquoi. Qu'est-ce qui a poussé la Corée du Nord à faire ce pas? Et maintenant, la Russie et la Chine ont appelé à ce que les deux Corées puissent mener des négociations directes intercoréennes sans interférence d'acteurs non régionaux. Bon, vous avez compris de qui il s'agit. Quand on parle d'acteurs non régionaux, c'est évidemment des États-Unis. Parce que les deux Corées font partie de la région, la Russie et la Chine aussi, le Japon, etc. Mais les États-Unis n'ont rien à faire dans cette région. Et en fait, les États-Unis ne font qu'y apporter le chaos comme ils le font à d'autres endroits du monde, comme ils font en Proche-Orient, comme ils font en Amérique latine, comme ils font en Afrique, comme ils essaient de faire dans l'espace eurasiatique, etc. Donc finalement, il faut reconnaître la Corée du Nord maintenant comme étant une puissance nucléaire, avec toutes les conséquences que cela engendre, mais je pense que la Corée du Nord, malgré tout ce qu'on peut dire de mal sur ce pays, sur son dirigeant, les médias occidentaux présentaient le dirigeant nord-coréen comme étant quelqu'un de fou, comme l'homme missile, l'homme roquette, etc. Le Trump l'a appelé homme missile, etc. Mais en final, il a prouvé que c'est quelqu'un de très sage. D'ailleurs, c'est ce que Poutine a dit. Kim a montré que c'est quelqu'un de très sage, que c'est quelqu'un qui a bien structuré sa politique, qui a d'abord misé sur le développement des capacités défensives, y compris de l'arme nucléaire qu'il a obtenue, et après cela, qui a offert sa main à son voisin sud-coréen pour pouvoir mener des négociations et apaiser la situation. Et la Corée du Sud, malgré les pressions américaines, a répondu par le positif, parce que les Sud-Coréens, malgré toute la pression qu'ils peuvent subir de la part de Washington, ne veulent pas se voir arriver dans une confrontation directe avec le voisin nord-coréen.
surtout compte tenu de la nouvelle situation. Ils ne veulent pas mourir pour des intérêts qui sont autres que coréens, en l'occurrence américains. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des chances pour la paix. De toute façon, la Corée du Nord ne cherche pas la guerre, mais elle cherche uniquement à se défendre. Je pense que la Corée du Sud, globalement, l'a compris. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est qu'il y aura une très grande pression qui va être faite par Washington vis-à-vis de Séoul, qui reste quand même sous le parapluie américain, comme le Japon d'ailleurs. Et malgré des signes que la Corée du Sud essaye de faire sa propre politique, sous l'influence de la Russie et de la Chine, avec qui elle partage aussi de grands intérêts. D'ailleurs, en passant, j'aimerais rappeler que la Corée du Sud, malgré la pression ne s'est pas jointe aux sanctions contre la Russie. Le Japon, lui, s'est joint aux sanctions contre la Russie, même de façon symbolique, mais il s'est quand même joint aux sanctions contre la Russie. La Corée du Sud a refusé. Donc c'est quand même un signe c'est un point important dont il faut tenir compte. Mais malgré cela, il y a une très grande pression américaine qui va être faite. Il y a beaucoup de militaires, un grand nombre de militaires américains qui sont stationnés en Corée du Sud. Et je pense que les Américains vont maintenant faire une très grande pression sur la Corée du Sud pour que celle-ci ne se rapproche pas trop de son voisin nord-coréen, ce qui serait dommage. Donc on verra, on va suivre ce qui va se passer, mais évidemment la Russie et la Chine vont continuer à leur niveau à faire en sorte que les Coréens discutent plus entre eux et que les Américains restent de côté. Ce sera la meilleure chose qui puisse arriver à cette région, comme à beaucoup de pays de parlement. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Egorov. Alors je me retourne vers vous à présent, Monsieur Lebel-Goran. Est-ce que la Corée du Nord est à ce point opposée à son voisin sud-coréen? On a vu les semaines dernières, pendant ces Jeux olympiques, dans une sorte de politesse, une politesse réelle, en tout cas réelle ou apparente, c'est également la question entre les deux, entre ces deux géants de la péninsule coréenne. Est-ce que vous pensez que la Corée du Nord est à ce point opposée à la Corée du Sud, comme tente en tout cas faire croire certains médias? Moi, je pense que déjà, l'histoire de la Corée, c'est une invention, en fait. L'histoire de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, c'est une invention et qui sert certains intérêts. Normalement, quand deux pays qui sont censés être en belligérance se mettent d'accord, le monde applaudit. Alors moi, je ne comprends pas que deux pays frères qui veulent s'unir, comment dirais-je, arrivent à susciter l'hydre de certains pays qui disent pourquoi est-ce que les deux Corées veulent réchauffer la relation. Mais c'est carrément étrange. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de propagande sur les pays. Il y a énormément de propagande depuis 20 ou 30 ans sur beaucoup de pays. On prend un pays, on y décrète un dictateur, on crée des événements, et cela arrive à mobiliser les gens. Mais de la Corée, qui sait réellement ce qui se passe en Corée? Moi, je ne crois pas qu'en Corée, c'est pas le paradis, mais c'est pas non plus l'enfer. Donc, je pense que quelque part, il y a beaucoup de fantasmes que les gens ont développés sur la Corée. Je pense que les deux Corées ont compris qu'il y a un intérêt à apaiser les relations. Déjà, la Corée du Nord est une puissance nucléaire, donc la Corée du Sud est juste le voisin. Les Américains sont à l'autre bout du monde. Donc je pense que quelque part aussi, le pragmatisme est en train de se mettre en place. Je ne crois pas que dans les 10 ans à venir, les deux Corées seront réunies parce qu'il y a énormément d'intérêts géostratégiques qui sont là-dessus. Parce que la Corée du Sud permet aux Américains d'avoir une base dans la zone qui n'est pas loin de la Chine et qui n'est pas loin de la Russie. Donc, quelque part, c'est des intérêts qui sont, comment dirais-je, qui sont gérés de cette manière. Maintenant, est-ce que la Corée du Nord est un État satanique, comme on le dit? Je ne crois pas. Je pense qu'ils ont un système de gestion, ils ont une vie. Et je pense que pour ce qu'ils font, ils ne gênent personne dans la masse du monde. Ce n'est pas un pays qui envoie des soldats en Irak ou en Libye. Voilà. Maintenant, après, est-ce que cela va plaire à des pays? Je pense que non, parce que le fait que deux pays amis s'unissent, l'influence politique et militaire de certains pays. Donc, il faut comprendre que tous ces jeux politiques, ce n'est pas voilà, je crois que... Monsieur Lebel-Goran, on revient vers vous tout à l'heure, le temps justement, tout à l'heure on va évoquer ce bras de fer justement entre, c'est un bras de fer que certains qualifient de permanent, d'autres continuent entre les États-Unis et la Corée du Nord, d'autres précisent que c'est bien entre Kim Jong-un tout particulièrement et Donald Trump tout particulièrement aussi. Avant donc de poursuivre, on va aller à Bruxelles retrouver Luc Michel sur cette question de la Corée du Nord. Alors Luc Michel, pensez-vous
que la Corée du Nord, d'entrée de jeu, je vous pose la question à vous également, pensez-vous que la Corée du Nord représente une énigme comme tente de le faire croire à certaines personnes? La position de Moscou sur la crise nucléaire en péninsule coréenne. Votre question, elle ne peut se concevoir que d'un point de vue occidental. La Corée du Nord, elle est une énigme pour les Occidentaux, elle ne l'est pas pour les autres. Pour les gens comme moi, qui soutiennent le mouvement d'indépendance de la Corée du Nord et qui le suivent depuis presque 30 ans, la Corée du Nord n'est pas une énigme, ce n'est pas non plus un régime voyou ou une dynastie de dirigeants fous, ce sont des gens qui ont eu un plan d'indépendance nationale et qui ont mis plusieurs décennies à l'accomplir. Derrière la Corée du Nord, il y a la propagande américaine et occidentale qui vise à la fois à diaboliser, mais à déconstruire, c'est-à-dire à donner une fausse image du pays. On parle de misère, on parle de famine. La BBC a conduit une série de reportages, elle a dû reconnaître que c'était un État moderne, que Pyongyang avait autant de buildings que Séoul et que cet État pouvait s'offrir des industries de pointe, pas seulement dans le domaine des armements. Derrière la Corée du Nord, il y a deux éléments. Ce qu'on appelle le hard power et la seconde dimension de la puissance géopolitique qui est le soft power. Nous allons tout d'abord parler du hard power. Au centre de ce hard power, il y a une armée puissante, il y a une industrie qui produit des missiles et des missiles intercontinentaux, il y a une indépendance nationale dans le domaine des armements, il y a surtout la volonté de disposer de la dissuasion nucléaire, de devenir une des grandes puissances nucléaires respectées sur cette terre. La dissuasion nucléaire, elle a été inscrite en 2012 dans la constitution nord-coréenne. C'est la raison pour laquelle ce que les Américains veulent discuter est indiscutable pour Pyongyang, ils n'y renonceront pas. Le chef d'état-major de l'armée coréenne en 2015 a clairement expliqué que c'était la leçon reçue du désarmement de la Libye de Kadhafi qui a vu la destruction de la Jabaria, du désarmement de l'Irak bassiste de Saddam Hussein qui a vu la destruction de l'Irak et la mise à mort ignominieuse de Muammar Kadhafi et de Saddam Hussein. C'est tout ça que les Nord-Coréens refusent. Ils ont dit, les Américains sont allés à Bagdad, ils sont allés à Tripoli, ils ne viendront pas à Pyongyang. En quelques années, la Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire. Il n'y a que les Occidentaux, hypocritement pour s'en indigner, puisque un autre État est devenu une puissance nucléaire dès les années 60, c'est Israël, qui a des centaines de têtes nucléaires, qui a installé des missiles de croisière modifiés sur des sous-marins de poche de la classe Dolphin allemands qui croisent en Méditerranée. Israël menace tout le Proche-Orient, menace les deux côtes de la Méditerranée. Tout cela a été bâti avec la complicité des Américains, des Français dans les années 60 qui ont donné l'arme atomique à Israël, avec la complicité de l'Allemagne, par exemple, qui a fourni les sous-marins, etc. Derrière tout ça, il faut expliquer deux choses. La première chose, c'est comment la Corée du Nord a-t-il pu arriver, petit État de moins de 30 millions d'habitants, sans grande matière première, mais tout d'abord, il possède de l'uranium, il possède des minerais stratégiques, mais aussi, ils ont échangé la technologie qu'ils possèdent, des missiles notamment intercontinentaux, avec la technologie de la bombe atomique. On sait qu'ils ont notamment travaillé avec l'industrie militaire nucléaire du Pakistan, pays aussi devenu une grande puissance nucléaire. Il ne faut pas croire, parce que c'est un peu une erreur qu'on fait en Afrique, c'est de penser, les Libyens avaient fait la même erreur, qu'on peut à partir de rien disposer de l'arme nucléaire. Ici, il y a eu des échanges de technologies extrêmement performants. Derrière tout ça, et ça sera ma conclusion, il y a ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire nord-coréenne. Elle est directement inspirée de la dissuasion de la France gaulliste de la 5e République dans les années 60. C'est un général français, le général Camille-Marie Gallois, que j'ai bien connu puisque à la fin de sa vie, comme moi, il participait au mouvement international de défense de la Yougoslavie et du président Milosevic. Gallois avait conçu ce qu'on appelle la dissuasion du faible au fort. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas, dans le cas des Coréens, d'aligner près de 10 000 têtes nucléaires comme les Américains. Il ne s'agit pas d'avoir la parité stratégique. Il s'agit simplement de dissuader. Il s'agit de pouvoir infliger des pertes à l'agresseur supérieur tel quel
qu'une victoire ne vaudra pas la peine. C'est la raison pour laquelle la Corée du Nord insiste à chaque fois que Trump aboie sur elle, sur sa capacité à frapper de plus en plus loin, à frapper non plus seulement la côte Pacifique, mais aujourd'hui la côte ouest des États-Unis. Cette dissuasion gaulliste que tout le monde a saluée quand c'était celle du général de Gaulle, on ne la salue plus quand c'est celle de Pyongyang. Je tiens à vous dire d'ailleurs que je ne suis pas le seul à partager ce point de vue. C'est le cas de nombreux géostratèges russes. Et il y a une grande revue française, qui n'est pas du tout de notre bord, qui est la Revue internationale, qui après avoir visité la Corée du Nord a dit, comme moi je l'avais dit quelques années auparavant, c'est le gaullisme qui revit en Corée du Nord. D'accord. Alors, Luc Michel, on sait, en tout cas des analystes estiment que la puissance de la Corée du Nord est également, repose aussi sur le soft power, justement, qui a été très, très efficace, mais surtout très déployé pendant ces Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un quelconque lien patent entre ce soft power et les États-Unis? Le deuxième élément de la puissance géopolitique nord-coréenne, c'est le soft power. C'est ce que Pyongyang est en train de développer, d'étendre à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, précisément. Qu'est-ce que c'est le soft power? Si le hard power, précisément, c'est la puissance nucléaire, ce sont des grandes armées, la capacité de frapper militairement. Le soft power, c'est la capacité d'utiliser le sport, la culture, le prestige d'un État, les arts par exemple. Les Français parlent de diplomatie culturelle par exemple, pour séduire et pour affirmer la puissance d'un État. Il y a 3 petits États qui ont développé particulièrement ce soft power. C'est le Qatar, bien entendu, qui s'est particulièrement investi dans le domaine du sport. On connaît le rachat du PSG en France. C'est moins connu, la Guinée équatoriale du président Biagnema Mbasogo, qui, tout petit État, est une grande puissance géopolitique et panafricaniste en Afrique, grâce au rayonnement de sa culture, grâce particulièrement, par exemple, au prix de l'UNESCO Guinée équatoriale en matière de recherche dans les sciences appliquées. Le troisième État qui a développé ça, c'est la Corée du Nord principalement. C'est toute cette offensive de charme menée lors des Jeux olympiques avec des équipes binationales, c'est-à-dire qui montrent la volonté de Pyongyang de réunifier la Corée. C'est les fameuses pom-pom girls, ces jolies filles qui le fou dans cette partie d'échecs. Ce n'est pas le dirigeant nord-coréen, s'il n'était pas présent ultra-militairement depuis les années 50 en Corée, on aurait probablement fait la paix depuis longtemps, et pas seulement un armistice qui consacre un conflit gelé. D'accord, merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour cette intervention. On va donc terminer avec vous, Monsieur Egoran, Monsieur Lebel-Goran. On aborde directement ce bras de fer, cette tension toujours presque permanente entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors, certains estiment qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la Corée du Nord dispose de réelles possibilités de frapper, par exemple, les États-Unis. Est-ce qu'au plan géopolitique, c'est réellement possible? Alors techniquement, c'est possible, mais de facto, la Corée du Nord, et elle a déjà dit, ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'être en mesure de donner. Et pour elle, la riposte digne de ce nom, c'est effectivement de pouvoir frapper le territoire américain, ou du moins le territoire où se trouvent beaucoup de citoyens américains. En l'occurrence, ça peut être le Japon, ça peut être la Corée du Sud. Mais une fois encore, la Corée du Nord n'a pas cet objectif. Et ce rapprochement, cette main tendue à ses frères sud-coréens, c'est justement la preuve de tout ça. Pyongyang veut dire une chose simple. Nous avons des dissensions qui peuvent exister avec nos frères sud-coréens, avec nos... ça comme vous voulez, mais nous pouvons discuter ensemble, régler ces différends en vue d'un futur de nôtre. Je ne pense pas qu'on puisse parler encore de réunification, quoique rien ne soit à exclure, mais effectivement, un dialogue intercoréen est possible. Et Pyongyang a prouvé que c'est possible. Et Séoul, en acceptant cette main tendue, a aussi prouvé que c'est possible. Maintenant, il y aura une grande pression américaine qui va être faite parce que Washington n'est pas content d'observer ça, parce qu'il comprend parfaitement que si les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, commencent à discuter, régler leurs différends
et en vue d'établir véritablement des relations pacifiques, sans même parler encore de réunification, mais même signer la paix, une paix définitive entre les deux États, ça fait mal aux Américains parce que les Américains vont devoir s'en aller, en tout cas quitter la Corée du Sud. Il n'y aura plus nécessité d'avoir des bases américaines en Corée du Sud. Et ça, les Américains ne peuvent pas l'accepter. Donc les Américains vont faire une très grande pression sur Séoul maintenant notamment après les JO d'hiver. Maintenant, on va voir ce que Séoul va faire. Mais Séoul va comprendre une chose, c'est que la Corée du Nord ne souhaite pas la guerre. La Corée du Nord souhaite discuter, régler les différends qui puissent exister entre les deux États. C'est le même peuple, système politique, idéologique qui les oppose mais depuis des dizaines d'années. Mais c'est le même peuple, c'est le peuple coréen, avec la même culture, la même langue, etc. Donc, de toute façon, il faut qu'ils discutent. Et c'est la position, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est soutenue par la Russie et la Chine. Et on est heureux qu'aujourd'hui, on s'approche plus ou plus vers ce scénario. Mais les Américains, soyez certains qu'ils vont entreprendre toutes les démarches nécessaires pour bloquer ce processus. Maintenant, une fois encore, pour répondre une fois encore à votre question, techniquement, oui, la Corée du Nord peut frapper aux intérêts américains. C'est pour ça que les Américains, et comme l'a dit d'ailleurs le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, il y a quelques mois, les Américains ne vont certainement pas frapper Pyongyang pour la simple et bonne raison qu'ils savent que Pyongyang dispose de l'arme nucléaire et vont, malgré toutes les menaces que les Américains, via Trump, Mattis, peuvent dire qu'ils peuvent anéantir la Corée du Nord, la détruire, ou comme l'a dit la représentante américaine à l'ONU, Haley, que nous allons anéantir la Corée du Nord si besoin, tout ça, ce n'est qu'une guerre de mots, c'est une guerre de propagande. En réalité, les Américains savent qu'ils ont perdu sur cette question, parce que la Corée du Nord, en cas de nécessité, pourra les frapper, et les Américains ne pourront se permettre de jouer ce risque, parce que ce ne sera pas seulement une perte de milliers de citoyens américains, ce sera une grande perte de prestige. Les Américains continuent de se croire exceptionnels, de se prendre pour les maîtres du monde. Et si jamais ils vont subir une frappe de riposte nucléaire, je dis bien de riposte, parce que la Corée du Nord ne frappera pas en premier, alors ça va faire très mal pour toute cette image de la puissance américaine. Les Américains ne vont jamais attaquer la Corée du Nord, mais les menaces verbales, les pressions économiques, les sanctions, etc., eux vont se poursuivre. Et les pressions sur Séoul vont également se poursuivre pour que Séoul ne puisse pas trop de la Corée du Nord. Mais Séoul doit bien comprendre que c'est dans son propre intérêt justement de parler avec son voisin nord-coréen, et la Russie et la Chine sont prêtes à y contribuer à tous les niveaux. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Egorov, d'avoir été avec nous ce soir dans cette toute première édition de Géopolitique internationale. Merci infiniment, Monsieur Egorov. Merci. Voilà. Merci à vous, donc, Monsieur Michael Gamandi Egorov. Je rappelle que vous êtes journaliste chroniqueur pour Sputnik France, spécialiste des questions internationales, animateur du blog de l'ex-Afrique-Russie. Et je précise également que vous êtes interprète professionnel, partisan des relations Afrique-Russie, de la souveraineté des États et bien sûr opposé au néocolonialisme sous toutes ses formes. Merci beaucoup également à M. Lebel Goran, notre spécialiste dans des questions stratégiques depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci également à Luc Michel depuis Bruxelles. Merci infiniment à vous, fidèles téléspectateurs d'Afrique Média. Restez bien sûr en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent. Merci d'avoir suivi cette toute première édition de Géopolitique internationale. À très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir.